Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre en compagnie de Daniel Martinigol. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors nous allons donc passer la prochaine heure en votre compagnie pour revenir un peu sur votre parcours, sur votre carrière d'autrice, n'est-ce pas? Et pour commencer, on va vous présenter. Alors vous êtes né en 1949 à Meursault, en Bourgogne, et vous avez ensuite suivi des études littéraires à la faculté de Dijon, en obtenant une maîtrise et un diplôme d'études approfondies sur les littératures d'anticipation. On pourra sûrement y revenir plus tard. Ensuite, vous devenez enseignante de français en 1972 et vous commencez aussi à écrire jusqu'à la parution de votre premier roman que l'on peut voir ici, L'Or bleu. Alors si on avance un peu dans le temps, quelques années plus tard, de nombreux prix littéraires reçus. Je pense notamment au Grand Prix de l'Imaginaire en 2002 pour Les Abîmes d'Outre-mer, au prix Cyrano en 2019 qui récompense l'ensemble de votre carrière, ou encore à un prix européen pour la série jeunesse qui se déroule à Guédelon. Vous avez aussi donc publié une 50aine d'ouvrages, c'est quand même incroyable. Je ne sais même pas le nombre exact, mais oui, c'est une 50aine, c'est sûr. Et donc, nous voici à Mérignac en 2024. Et vous êtes marraine du festival en compagnie du parrain Andreas Eschbach. Alors, du coup, peut-être une première question qui s'impose. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes marraine d'un festival ? Oui, je considère que c'est un grand honneur que les Hypermondes m'ont fait en me demandant d'être marraine de leur festival. En plus, en le découvrant, en vivant depuis 2-3 jours là, au milieu de tout ce monde, de toutes ces affiches, de toutes ces décorations, etc. Enfin, c'est vraiment très émouvant de me dire que je suis marraine d'un tel festival. En plus, quand vous sortez et que vous arrivez sur le parvis là, juste à côté, et qu'on voit la taille de la banderole avec mon nom, j'ai jamais vu mon nom écrit aussi gros. J'ai d'ailleurs demandé si on pourrait me donner la banderole en question, parce que je voudrais la conserver précieusement pour mes petits-enfants. Je suis déjà 5 fois grand-mère. Et plus tard, quand ils vont découvrir ça, ils vont dire, bah, dis donc, mamie, quand on parlait d'elle, ça se voyait de loin. La célébrité. Voilà, je suis très, très touchée d'être la marraine de ces Hypermondes, oui. Alors peut-être pour commencer à expliquer votre amour pour les littératures de l'imaginaire, on peut commencer à se demander comment vous êtes tombé dans la marmite, comment vous avez découvert la science-fiction. Alors, j'ai découvert la science-fiction simplement parce qu'il n'y avait plus assez de place dans l'appartement de mes parents pour que mon frère grandissant, j'ai la place d'avoir mon lit toujours dans cet appartement. Or, il se trouve que dans la même cour, de l'autre côté de la cour, mes grands-parents avaient aussi, eux, leur appartement. Et il y avait une chambre disponible chez mes grands-parents. Donc, quand mon frère a commencé à être un petit peu trop grand pour être dans la chambre de mes parents et que mes parents ont décidé de le faire dormir dans mon lit, tous les soirs, je traversais la cour et j'allais dormir chez mes grands-parents. Très vite, je me suis rendu compte que dans cette chambre, il y avait énormément de livres. C'était ce qu'on appelle une chambre cosy, vous savez, avec le lit et puis une bibliothèque qui fait le tour, plus ou moins, du côté tête et du côté latéral du lit, avec des étagères et des livres posés sur ces étagères. J'aimais déjà lire. Mais bon, je n'avais jamais vraiment lu de gros livres, très compliqués, etc. Et puis, bon, la curiosité venant, j'en ai sorti 1, 2, 3, je les ai regardés, et j'ai vu qu'ils avaient des couvertures absolument superbes, ah oui, extrêmement colorées, qui représentaient des choses que je n'identifiais pas tout de suite comme étant des fusées ou des vaisseaux spatiaux. En tout cas, au dos de chaque livre, c'était la collection du Fleuve Noir Anticipation. Au dos de chaque livre, il y avait une petite fusée, justement, avec le feu en dessous pour montrer qu'elle était en train de décoller. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces livres-là ? Enfin, j'ai commencé à en lire un, je ne l'ai plus lâché. Je me rappelle que j'ai été très impressionné. Enfin bon, j'avais vraiment envie de continuer jusqu'au bout.
Et donc en cachette, en quelque sorte, je les ai tous lus. Enfin, j'en ai parlé à personne. Je les lisais, je les remettais en place, etc. Et puis, bon, ben, l'été arrivant, à un moment donné, j'avais envie de lire à l'extérieur, donc j'ai descendu un de ces livres dans une chaise longue, sous les platanes de la cour familiale, et puis je me suis mise à continuer ma lecture, là, jusqu'à ce que j'entende des pas sur les graviers de la cour. Je me suis dit, là... Et la voix de mon grand-père par-dessus mon épaule, qui regarde ce que je lis et qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je lis ». Il me dit « Mais qu'est-ce que tu lis là ?» Je dis « Un livre ?» Il me dit « Mais ça, c'est un de mes livres. » Je dis « Oui, ils sont dans la chambre où je dors. » Alors, il me dit « Mais c'est pas pour toi, ça ?» Alors, je dis « Comment ça, c'est pas pour moi ?» Il me dit, mais c'est de la science-fiction. Je dis, oui, j'ai compris, c'est écrit dessus. Il y avait écrit à un endroit donné au dos du livre, collection de science-fiction. Et je dis, mais pourquoi c'est pas pour moi? Il me dit, mais la science-fiction, c'est pas pour les jeunes et surtout, c'est pas pour les filles. Ah, voilà. Comment, des années après, je suis marraine d'un grand festival de science-fiction. Comme quoi, on n'écoute pas toujours ce que vous disent les adultes. Hein. Et je lui ai dit, mais pourquoi c'est pas pour les filles? Mais il m'a dit, mais tu comprends quelque chose? Mais je dis, oui, je comprends tout. Enfin bon, alors, quand il a vu ça, bon, il m'a laissé finir de lire toute la collection, quoi. Il pouvait pas faire grand-chose, de toute façon. Et c'est quand même grâce à ça, au fait que mon grand-père, lui, aimait lire de la science-fiction, achetait au fur et à mesure de leur parution les livres du Fleuve Nord Anticipation, que je suis tombé dans ce maelstrom qu'est la littérature de science-fiction. Est-ce que c'est ce qui vous a conduit du coup à poursuivre des études littéraires et à donc proposer une maîtrise sur la littérature d'anticipation? Alors, pour les études littéraires, c'était le fait que j'aimais vraiment beaucoup lire, que ce soit n'importe quoi. Et puis, je n'étais pas scientifique pour un sou. J'ai encore besoin d'une calculette pour calculer des choses très sommaires. Non, les mathématiques, tout ça, c'était vraiment pas du tout mon truc. Mais en revanche, tout ce qui était expliqué par ma professeure de français, je me souviens très très bien de ma première prof de français. Et mis à part le fait que j'étais pas très très doué en orthographe, ce qui fait que quand je ramenais des mauvaises notes à la maison, ma mère n'appréciait pas beaucoup. Mais sinon, oui, je me voyais vraiment pas faire des études scientifiques. Donc j'ai pu bénéficier de sections littéraires. J'ai eu mon bac en 1968, en plein milieu des événements qui bouleversaient un peu la France à ce moment-là. Et j'étais à 99%, je n'aurais pas dû avoir mon baccalauréat. Je n'étais pas assez bonne dans les autres matières. Mais ils ont décidé de faire un bac uniquement oral. Alors là, à l'oral, ça va. J'ai pas de problème. Très bien pour cette table ronde. Et j'ai obtenu mon baccalauréat en ayant passé uniquement des épreuves à l'oral. C'est ce qui s'est passé en mai 68. Et puis, bon, ben, ça m'ouvrait les portes pour aller à l'université. Donc, je me suis inscrite à la fac de lettres de Dijon. Et là, j'ai découvert l'immense plaisir de ne faire plus que du travail en littérature, d'être définitivement débarrassé de tout ce qui était mathématiques, etc. Et bon, j'ai continué les langues étrangères. J'avais fait de l'allemand première langue. J'ai basculé définitivement vers l'anglais. Et voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais j'avançais, j'ai eu ma licence, etc. Et une fois que j'ai eu ma licence, j'ai envisagé de continuer en faisant ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études approfondies, un DEA, en lettres modernes. Et je suis allé en début d'année scolaire à la première réunion organisée par celui qui avait déjà été mon professeur principal en littérature l'année d'avant, mais qui devenait du coup le professeur référent pour l'année de maîtrise.
Et il avait préparé une feuille de papier sur laquelle il avait fait imprimer, dactylographier par les dames de l'université, une liste de sujets potentiels qui tournaient tous autour d'un thème qui, cette année-là, était imposé. Alors, je ne sais pas qui avait imposé ça et d'où ça venait, mais le thème principal pour les maîtrises de lettres modernes cette année-là, c'était monstres et monstruosité. Voilà, ce qui sortait quand même déjà un peu de l'ordinaire. Et Max Milner, mon professeur, avait mis toute une série de sujets, et en bas, en tout petit, il avait écrit la science-fiction. En tout petit, quand même. En tout petit, oui, oui. Il fallait vraiment lire jusqu'à la dernière ligne. Et bon, quand j'ai vu la science-fiction, je me suis précipité vers son bureau à la fin de l'heure, et je lui ai dit, monsieur... Ah, il me dit, mademoiselle Martinigol... Il me dit, ça me fait plaisir de savoir que vous viendrez à mes cours de maîtrise. Alors, je lui dis, oui, de toute façon, je n'aurais pas loupé ça. Et je lui dis, on peut vraiment faire une maîtrise sur la science-fiction? Ah, il m'a dit, je le vois encore. Mais je me doutais bien que quelqu'un allait le voir. C'est génial quand même, un prof qui vous met un sujet en bas de la feuille de tous les sujets et qui s'étonne quand même que quelqu'un l'ait lu au moment où il distribue les feuilles. Alors il me dit, mais je veux bien, Daniel. Il me dit, mais j'y connais rien. Mais je dis, moi je connais. Ah, il me dit, bon, vous connaissez? Alors, je dis, oui, j'en ai lu pas mal, etc. Il me dit, vous auriez envie de faire une maîtrise sur la science-fiction? Alors je dis, oui, enfin, je peux essayer, mais j'aimerais bien, oui. Alors dans ce cas, me dit-il, je vais vous faire rencontrer une dame qui a déjà travaillé l'année dernière sur la science-fiction pour sa maîtrise. Madame von Arbour. Quand vous entendez un nom comme ça, vous vous dites... ça ne doit pas être n'importe qui, quand même. Alors, pour les amateurs de science-fiction qui connaissent éventuellement un petit peu largement les auteurs et les autrices, Elisabeth von Arbour est donc d'origine française. Elle vit au Québec depuis très longtemps. Elle est devenue, par tous les prix littéraires qu'elle a remportés, une personne extrêmement connue et influente dans le milieu de la science-fiction. Et mais moi, pour moi, c'était comme une étudiante normale. Enfin, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un. C'était quelqu'un qui avait fait sa maîtrise l'année avant moi. D'ailleurs, c'est le cas. On a que 2 ou 3 ans d'écart, Elisabeth et moi. Et Max Milner m'a dit, écoutez, venez tel jour, telle heure, la semaine prochaine, et je vous ferai rencontrer Madame von Arbour. Donc la semaine suivante, je suis arrivé, après avoir mis un bon moment à choisir dans ma garde-robe quelque chose qui ferait vraiment étudiante sérieuse, si vous voulez. Le petit blazer bleu marine, avec de légers petits pois blancs, la jupe droite sous le genou. Enfin bon, on était quand même peu de temps après 68 et tout ça, mais enfin bon... Et bon, la petite jeune femme, jeune fille... BCBG, quoi. Hein, bon chic, bon genre. Donc j'arrive, je vois que devant son bureau, Max Milner avait déposé 2 chaises. Donc je m'assieds sur une chaise en me disant, ça doit être pour que j'attende là la fameuse Madame von Arbour. Et puis je vois arriver d'un seul coup au bout du couloir une jeune femme visiblement à peu près de mon âge, habillée hippie. Elle avait un espèce de foulard à franges, elle avait la jupe très longue jusqu'aux pieds, enfin le genre hippie, vraiment. Elle arrive, elle me fait un signe de tête, elle s'assied à côté de moi. Bonjour. Et là-dessus, Milner ouvre sa porte et dit « Ah, mesdames, je vois que vous avez fait connaissance !» Alors là, Elisabeth se tourne vers moi, elle me dit... On s'est élevés toutes les deux quand même, par respect pour notre professeur de fac. Donc nous étions toutes les deux debout. Elisabeth me détaille des pieds jusqu'à la tête, me regarde et me dit « C'est vous qui voulez faire une maîtrise sur la science-fiction ?» Mais c'est que le vous en question, c'était Daniel Martinigol, c'était pas n'importe qui. Alors je l'ai toisé de la même façon, des pieds jusqu'à la tête, puis j'ai dit « C'est vous la spécialiste du genre ?» Et alors là, Milner s'est dit, putain, la fac va exploser, là. Hein. Rencontre du 3e type. Il a dit, il faut tout de suite que je les calme toutes les deux, là. Alors il nous a fait rentrer dans son bureau. Et puis,
Je vois la scène encore, parce que ça marque une vie, ce genre de scène. Et alors donc, ma foi... on commence à parler un petit peu, puis au bout d'un moment, Milner dit « Alors, Elisabeth, il faut que je vous dise que Daniel a envie de travailler sur le monstre et la monstruosité, c'est le thème imposé cette année, donc elle va nous faire un catalogue des différentes représentations de monstres dans la littérature de science-fiction, les êtres aux grands yeux globuleux, les crocs qui sortent de la bouche, enfin bon, exactement ce dont je n'avais absolument pas envie de parler. Alors, j'étais là figé, je me suis pourvu qu'il ne me fasse pas faire un truc pareil. Et Elisabeth me dit, c'est ça que vous comptez faire? Alors, je dis, pas tout à fait. Alors, le prof dit, ah, c'est pas ça. Alors, je dis non, j'avais envie de parler plutôt de la civilisation monstrueuse dans la science-fiction, de voir comment des sociétés pouvaient dériver vers des choses cruelles, ou des guerres, ou etc., ou des conflits qui soient dramatiques pour des planètes, enfin, etc. Et là, Elisabeth me regarde, me dit stop, qu'elle me fait. Alors, je me tais. Hein. Elle se tourne vers Max Milner et lui dit « Vous me la confiez pendant 1 an ?» Alors, il a dit « Mais écoutez, Elisabeth, il faut me la ramener quand même au mois de juin avec son diplôme de maîtrise, enfin son mémoire de maîtrise, hein, sinon je ne pourrais jamais valider son travail. » Donc, j'ai travaillé pendant 1 an avec Elisabeth von Harburg. Et la plus grosse surprise qu'elle ait provoquée dans ma vie, c'est qu'elle m'a emmené chez elle. Et elle habitait dans un appartement, tout ça se passait à Dijon, hein, à l'université de Dijon. Elle habitait dans un appartement d'un immeuble assez récent où avaient été aménagés dans les couloirs des appartements des placards avec des portes coulissantes. Et donc, en fait, vous poussiez la première porte à l'entrée du couloir et toutes les portes, les unes derrière les autres, chacune sur un rail, allaient jusqu'au bout du couloir, en quelque sorte. C'était étrange, mais enfin, c'était vraiment... Enfin là, moi, c'est une image qui me restera toute ma vie. Elisabeth est entrée, elle m'a dit « Pose ton sac là ». Elle m'a dit « Je vais te montrer ce que c'est que de la science-fiction en littérature ». Elle a ouvert la porte, elle est remontée jusqu'au bout du couloir, toutes les étagères, de tous les placards, tout le long de son couloir, c'était que des bouquins de science-fiction. Elle m'a dit « Voilà, il faut que tu lises tout ça ». J'ai pas réussi obligatoirement à lire tout dans l'année, mais j'en ai lu quand même pas mal. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment lu ce qu'on pourrait qualifier, disons, de bonne science-fiction, de science-fiction littéraire, réfléchie, enfin bon, etc. Parce qu'il y avait énormément de livres qui étaient d'origine anglo-saxonne qui étaient traduits dans la bibliothèque d'Elisabeth. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est passé. Toutes les semaines, je prenais mon train depuis Meursault où j'habitais. J'allais jusqu'à Dijon, j'arrivais chez Elisabeth, on discutait, on parlait de ce que j'avais lu. Je vidais le cartable de tous les livres que j'avais lus dans la semaine, je remplissais avec d'autres et je repartais. J'ai fait ça pendant je ne sais pas combien de semaines. Si bien que ma mère, de temps en temps, ouvrait la porte timidement de ma chambre et disait « Ma chérie, t'es sûre que tu fais des études ?» Parce qu'à un moment, elle n'avait pas vraiment conscience de ce que c'était que de préparer une maîtrise à la fac. Mais c'est vrai que bon, c'est là que j'ai découvert définitivement le genre et puis que je suis tombé dedans. Alors c'était un peu long, excusez-moi, mais ça explique énormément tout ça, ce que je suis comme personne par rapport à la science-fiction, quoi. Si j'avais pas rencontré Elisabeth von Harburg, je serais certainement pas là. Si Elisabeth von Harburg n'avait pas eu une collection de bouquins aussi importante, enfin bon, parce que j'aurais pas acheté tous ses livres, elle me les a prêtés, et c'est vrai que c'est comme ça que je suis rentré d'une façon quand même, comment dire, avec l'idée que je faisais mes études quand même, que je préparais un diplôme et qu'il y avait quand même une échéance universitaire au bout. Mais c'est ce que je dis toujours, hein, si j'avais une seule année de ma vie à revivre, c'est celle-là, quoi. Ne lire que de la science-fiction. Pardon, j'ai peut-être été un peu... Mais non, c'est très bien, c'est important. Vous commencez donc ensuite à enseigner, vous travaillez avec des classes. Alors à quel moment commencez-vous à écrire ? Et je sais de sources sûres que vous avez rencontré un auteur qui a joué un rôle important dans votre
décision de continuer à écrire et à essayer de faire publier vos romans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? J'ai commencé à enseigner. Je me suis retrouvé finalement professeur de français dans la région parisienne. Et puis, j'avais envie... J'ai été nommé dans un lycée technique où à 99%, je crois bien d'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais des filles dans la classe en question, c'était des jeunes gens qui se dirigeaient vers des études plus loin, enfin, prolongées après vers des choses techniques. Et je leur ai dit un jour que j'aimais lire de la science-fiction. Ils m'ont regardé avec des yeux tout ronds. Ils me trouvaient déjà un peu bizarre sans doute, mais alors là, c'était le pompon. Et je leur ai dit, si vous voulez, on pourrait lire un roman de science-fiction. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Barjavel, et puis qui a écrit un beau roman d'amour qui s'appelle La Nuit des Temps. Alors, je ne sais plus du tout comment on s'est procuré le livre, mais je sais que soit c'est le lycée qui a acheté une série, soit c'est eux qui ont acheté le livre. Mais j'ai fait lire donc La Nuit des Temps à mes grands dadais, là, qui tombaient complètement des nues, parce qu'ils n'avaient jamais du tout envisagé de lire un livre pareil. Et ils étaient contents, on avait fait un compte-rendu, ils m'avaient résumé le livre, ils m'avaient donné leur opinion, etc. Et je me suis dit que c'était bien si quelqu'un au moins savait quelque part. Et donc j'ai écrit à l'éditeur du livre en question, qui ne devait pas recevoir souvent ce genre de courrier, et qui l'a transmis donc à l'auteur, et René Barjavel a reçu ma lettre. Et il m'a contacté en retour, et il m'a dit, écoutez, madame, enfin j'étais encore mademoiselle, je crois d'ailleurs, si vous voulez, vos élèves, je peux aller les rencontrer. Alors, quand quelqu'un comme Barjavel vous dit « je peux aller rencontrer vos élèves », oui, merci. Ça se refuse pas. Alors, donc, on avait convenu d'une date. Je suis allé l'attendre à la gare de banlieue, du côté de Brétigny-sur-Orge, là-bas, puisque c'était par là-bas qu'on était. Et puis je l'ai emmené devant mes élèves, et puis ça s'est très très bien passé. Mes jeunes grands gars là étaient absolument charmés, et puis et j'ai raccompagné. Alors René m'avait dit, il m'avait dit, écoutez, vous allez, je disais monsieur moi. Hein, il m'a dit, vous n'allez pas me balancer du monsieur pendant tout l'après-midi devant vos élèves. Il m'a dit, vous pouvez m'appeler René, hein, Daniel, il n'y a pas de problème, etc. Et donc et une fois qu'on a été à la gare pour son retour vers Paris, il m'a regardé à un moment donné, et puis, alors on parlait évidemment de l'après-midi qu'on venait de passer avec les élèves, mais un petit temps de silence, là, il me regarde d'une drôle de façon, il me dit, vous écrivez. Alors sur le ton affirmatif comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire là ? Il me dit exactement ce que je dis. Il m'a dit, j'affirme. Il me dit, je dis, vous écrivez. Alors, bon, je lui dis oui. Enfin, bon, il me dit oui, ça m'étonne pas. Il m'a dit, ça ne m'étonne pas du tout que vous écriviez déjà. Il me dit, vous avez une idée ? Vous faites quoi ? Je dis, j'ai une idée pour faire éventuellement un roman. Enfin bon. Et il m'a dit, sur quoi, etc. Je dis, les problèmes de l'eau dans le futur, etc. Et là, il m'a dit d'un ton péremptoire et définitif, faites-le. Voilà, il est là, c'est celui-là. Hein. C'est donc L'Or Bleu. C'est L'Or Bleu. Hein. C'est mon premier roman et initié par les conseils de René Barjavel. Un beau patronage. Ah oui, un beau patronage, oui, parce que c'est quand même un auteur dont pas mal de livres se lisent encore et n'ont pas beaucoup vieilli. Et c'était vraiment ce qu'on appelle un grand monsieur. Voilà, vous savez, quelqu'un qui a d'abord de la stature au niveau physique, il avait déjà ses cheveux blancs, enfin, etc. Et puis le cœur sur la main, gentil comme tout. Et, donc, il a su, je pense,
qu'il a eu. Je suis pas vraiment affirmative, mais je pense qu'il a eu un exemplaire de l'or bleu. Et est-ce que c'était le déclic qui vous manquait pour achever le roman ou essayer de le faire publier ou... Le fait que quelqu'un comme un grand auteur comme Barjavel vous dise vous écrivez d'une façon affirmative qui sent ce genre de choses, ça conforte dans l'idée que quelque part en soi, on a quelque chose qui correspond au potentiel d'être écrivain et ensuite donc auteur. J'ai eu cette même action avec pas mal de jeunes auteurs, moi aussi. Il y a des jeunes auteurs qui ont publié à la suite de rencontres où j'ai senti un petit peu comme l'avait fait Barjavel. J'ai dit, oh, toi, tu dois avoir un projet de bouquin quelque part dans un tiroir. Oh oui, non, mais tu sais, Daniel, moi, je dis... Tant que tu l'écris pas. C'est important pour vous cette transmission par le scolaire, par les enfants. Oui. Moi, j'ai adoré mon métier d'enseignante. J'ai toujours essayé d'inclure la science-fiction dans mon enseignement. Ça se justifiait dans le fait que j'étais professeur de lettres modernes, que j'avais fait des études en lettres modernes, etc. Mais oui. Et puis, bon, l'or bleu, c'est un roman jeunesse. La plupart de mes romans sont des romans pour la jeunesse. Oui, tout à fait. Et vous utilisez d'ailleurs une formule pour les définir que j'aime beaucoup. Vous dites que vous utilisez la règle des 3 A. Oui. Donc aventure, amour et ailleurs. Alors d'où vous vient ce mantra, cette règle d'écriture qui définit effectivement bien une bonne partie de votre production? Autant que je me souvienne, ça a été presque répondu de ma part comme une boutade par quelqu'un qui me posait une question en me disant... mais comment vous écrivez? Quelle recette vous pourriez donner? Enfin, je me souviens plus d'où c'est venu. Et c'est sorti tout seul. J'ai dit, mais j'écris avec la règle des 3 A, amour, aventure, ailleurs. Et en fait, quand on regarde mes livres, ils y correspondent tous pas trop mal. Très bien, même. Oui. Ça n'a pas été fait vraiment exprès au départ, mais ça s'est... pérenniser, ce sont des thématiques qui sont importantes pour vous, d'autant plus en littérature jeunesse, vous trouvez? Oui, j'adore les histoires d'amour, parce que parallèlement à Barjavel, je lisais aussi les romans de, ça y est, son nom m'échappe, une grande romancière de romans d'amour, et puis ça, j'adorais lire ça aussi, mais bon... C'était quoi la question? Oui, est-ce que c'était important pour vous, ces thématiques, principalement pour un public jeunesse, du coup, de mélanger, voilà. Mais oui, mon public, je l'avais devant moi à longueur de journée. Quand on est enseignant et qu'on a sans arrêt des ados devant soi, mais j'ai aimé ça. Il y a des gens, je comprends très bien qu'il y ait des enseignants qui soient découragés, fatigués. Il y a des moments où j'ai été découragé et fatigué. Moi, j'ai enseigné beaucoup dans des collèges de ZEP, de zones d'éducation prioritaire, dans la région parisienne, dans le sud parisien. C'était pas des gamins faciles. Ils ne sont toujours pas faciles, d'ailleurs. Autant d'échos je peux en avoir. Mais alors... Moi, c'est ce que je conseillais toujours à mes jeunes collègues, et c'est ce que je conseille aussi aux jeunes profs qui veulent se lancer dans la profession. Il faut jamais essayer de les prendre de front. Si on veut leur imposer des choses, si on veut leur faire comprendre que on en sait plus qu'eux, etc., ça ne passe jamais, quoi. En fait, c'est le fait... Alors attention, il n'y avait pas de pagaille dans mes cours, moi. Alors là, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Il peut y avoir le désordre dû au chahut, etc., pénible, fatigant, etc. Alors là, moi, je sévissais. Ça, il n'y avait pas de problème. Et puis, il peut y avoir aussi le bouillonnement d'idées, la spontanéité de réponse, etc. Ça, c'est pas la même chose. Je classais pas du tout les choses dans les mêmes catégories. Et mes élèves ont toujours pu s'exprimer assez spontanément dans mes cours, mais par contre, personne ne m'a jamais manqué de respect, personne n'a jamais été agressif ou quoi que ce soit. De toute façon, c'était vite fait.
C'était automatiquement vers l'administration de l'établissement et avec des sanctions. Hein. La sanction, c'est ce que je dis toujours, moi. Quand j'entends des tas de jeunes de nos jours là qui vont complètement à volo, je me dis mais c'est vrai, je le pense sincèrement, mais qui les éduque ? D'abord, au premier chef, moi, ceux qui doivent éduquer, ce sont les parents. Hein. C'est déjà ça. On fait des enfants, on s'en occupe, point barre. Hein. Mais si on fait des enfants et qu'on a du mal à s'en occuper, il faut savoir aussi se reposer sur d'autres personnes. Et si un professeur dit à une famille, votre enfant est très très difficile, etc., il faut à ce moment-là qu'il y ait un dialogue qui s'instaure et puis qu'on essaie, avec l'élève, de discuter et de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont en mal-être à l'école, mais ça ne peut pas être non plus que l'école. C'est qu'il y a automatiquement autre chose. Donc il faut fouiller un petit peu plus loin. C'est pour ça que moi j'ai toujours été énormément à l'écoute de mes élèves, de leurs familles et aussi des personnels dans les établissements scolaires, médecins scolaires, surveillants généraux, etc., des gens qui sont chargés aussi de ce qu'on appelle pompeusement l'autorité, mais s'il y a des gros problèmes, c'est qu'il y a quelque chose. On ne devient pas un trublion dans une classe, dans une salle de cours, simplement comme ça, parce qu'on a décidé le matin en se levant de dire « Tiens, je vais foutre la panique dans le cours de Martinigol ». Non, c'est pas ça. Il y a autre chose derrière à chaque fois. Voilà. Et pour continuer à creuser la question des thématiques que vous aimez aborder pour la jeunesse, parce que vous avez fait énormément de space opéra, moi j'ai trouvé que l'écologie, les problématiques écologiques avaient une grande place aussi dans votre œuvre. Je pense à L'Or Bleu, donc, qui aborde la question de la raréfaction de l'eau, Les Oubliés de Vulcain, où la gestion des déchets est quand même très particulière, vu qu'on prend les déchets et on les jette sur une planète pour les mettre dans des volcans. Bon, des fois ça tombe à côté, mais c'est pas grave, c'est le problème de la population locale. Alors comment c'est important pour vous d'avertir? Comment vous avez vos idées initiales? C'est de la colère? C'est une réaction à des actualités? Vous voulez... Alors, L'Or Bleu, par exemple, il est tristement d'actualité. En fait, la jeunesse de ce livre est tristement d'actualité parce que c'est la première fois que j'ai entendu aux informations qu'il y avait des gens qui avaient essayé de traverser une partie de la mer Méditerranée pour fuir leur pays et essayer de venir vivre en Europe. On parlait pas encore peut-être vraiment de migrants à l'époque, je sais pas comment on les appelait exactement. Enfin, j'ai trouvé absolument épouvantable que des gens qui avaient simplement envie de naviguer sur la mer, de traverser, de venir chez nous, se noient à cause de ça. Et je me rappelle très bien de la colère et puis de la réaction spontanée. Je dis, mais c'est pas possible. Mais enfin bon, il n'y a qu'à la vider, cette mer, comme ça, ils pourront venir à pied. Voilà, c'est comme ça que j'ai vidé la mer Méditerranée. Le point de départ. Oui, c'est le point de départ. C'est comme ça que j'ai vidé la mer Méditerranée dans l'Or Bleu. Mais c'est souvent ça, hein, pour les oubliés de Vulcain. Vous parliez, Hermine, des montagnes d'ordures. Là, c'est pareil, j'habitais dans l'Essonne, hein, et il y avait énormément de déchets produits dans ces départements de la couronne parisienne. Et il y avait un endroit que je longeais régulièrement où il y avait 2 ou 3 pyramides d'ordures. Là, régulièrement, on grimpait plus ou moins là-dessus avec des camions-bennes et on vidait tout ça. Et ça n'arrêtait pas de monter, quoi. Je voyais ça qui... Et c'est pareil, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Si ça continue, on va transformer la Terre en planète poubelle. Donc, j'ai créé la planète Vulcain en me disant, bon, ben, si un jour on a des vaisseaux spatiaux qui permettent d'aller mettre nos ordures ailleurs, ils sont bien capables de se servir de vaisseaux spatiaux pour aller dépoter nos ordures ailleurs. Et quoi de mieux qu'une planète volcanique, hein, parce que finalement c'est bien, là on n'a même pas besoin d'avoir d'incinérateur, on largue les ordures directement dans la gueule des volcans, c'est parfait, quoi. C'est propre, c'est nettoyé tout de suite, etc. Sauf que sur Vulcain, il n'y a pas que des ordures qui ont été dépotées, il y a aussi des gens humains de certains endroits qu'on a trouvé encombrants sans doute là où ils étaient et qu'on a dépotés sur la planète Vulcain. Et donc, ils s'appellent les volcanos.
On les a surnommés comme ça. Est-ce que je parle de Charlet tout de suite? Bah oui, Oui. allons-y. Donc, Génutopia. Donc en fait, le roman commence dans un gigantesque centre de manipulation génétique où on est en train de faire des tas de tests pour voir si on pourrait éventuellement améliorer les êtres humains. Et il se trouve qu'on a fabriqué un prototype de mâle, un garçon, qui arrive à son jour d'anniversaire. Je ne sais même plus quel âge il a exactement, à l'ouverture du roman, mais disons il a 14-15 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ses 16 ans. C'est ses 16 ans, ça, ouais. Voilà, c'est ça. Je ne les relis pas tous les jours, alors. Donc... Mince. Et donc il s'appelle Charlet, et on lui fait cadeau d'un petit animal qui est un mélange de chat et de rat, un chat-rat. Il l'avait vu grandir petit à petit dans les cuves d'élevage de ce grand laboratoire Génutopia. Et là, on lui remet son petit chat-rat. Et alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il le baptise ou s'il a déjà été baptisé avant, mais je crois qu'il a déjà été baptisé avant. Le petit chat-rat s'appelle Odilon. Organisme différent des lois naturelles. Voilà. Donc Charlet est tout content, il prend son petit Odilon avec lui. Bon, tous les gens de Génutopia sont en train de boire à sa santé, mais personne ne le surveille vraiment. Il sort à l'extérieur, il voit un superbe aéroglisseur. Il se dit waouh, comme tous les jeunes en voyant un véhicule hyper rapide et avec une coupe magnifique. Et puis il se penche, il regarde et il voit un dossier posé sur le siège passager. Et là, il voit ses initiales, enfin les lettres de son prénom à lui. C-H-A-R-L-E et le Y un petit peu plus petit. Alors, je crois qu'il ouvre la porte, il regarde et il découvre qu'en fait, lui, il s'appelle Charlet parce qu'il est cobaye humain amélioré pour résister dans des lieux extraterrestres et que le Y, c'est le symbole de son sexe, du chromosome masculin, en fait. Alors là, il n'est pas content du tout. Il décide de foutre le camp. Et il se cache dans la seule chose qui sort des laboratoires Génutopia sans être vraiment contrôlé, ce sont les containers d'ordures. Voilà. Il se cache dans un container. Et il emmène, évidemment, enfin, il emporte. Il emporte Odilon avec lui, bien sûr. Donc il s'enfuit avec Odilon. Il ne sait pas trop où il va. Le voyage est très long. À un moment donné, il comprend que le vaisseau transporteur est en train de ralentir. Et là, il est largué dans ce gigantesque conteneur d'ordures et il tombe sur la... Enfin, il ne sait pas trop où il atterrit au départ. Heureusement, il arrive à sortir de son conteneur d'ordures et là, il se rend compte que tout autour de lui, à perte de vue, il ne voit que des conteneurs rouillés, explosés, que des ordures, etc. Jusqu'à ce qu'il entende une petite voix derrière lui qui se moque de lui en disant Vulcain te tient. Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit là? Je vous le donne en mille. De toute façon, si vous êtes devant un roman de Daniel Martinigol, il y a automatiquement une histoire d'amour. Je vous disais, je l'ai lu de la science-fiction, puis plein de romans d'amour. Donc il y a, et c'est aventure amour ailleurs, comme on a dit tout à l'heure. Les trois. Et donc il voit une petite jeune fille absolument adorable et qui lui dit que elle est une volcanette, elle est une des habitantes de la planète Vulcain. Je suis en train de chercher son prénom, il m'échappe complètement, mais c'est pas grave. Et puis c'est grâce à elle qu'il va découvrir cette planète poubelle. Mais du coup, comment ça se passe? Vous pensez d'abord à la planète et ensuite aux protagonistes qui vivent dessus? Dans quel sens? Comment vous travaillez votre écriture? Est-ce que vous avez une méthode particulière que vous appliquez? Je prends plein de notes, j'écris plein de choses dans tous les sens, je rature beaucoup, je corrige beaucoup. Mais je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui font la même chose.
mais je pense que je tiens mes personnages quand je suis capable quelque part de m'identifier vraiment à eux. C'est-à-dire que les réactions que je leur fais avoir devant leur vie, les conséquences des actes qu'ils font, etc. C'est Daniel Martinigol qui est derrière, quoi. C'est moi qui, c'est ce que je dis, c'est le marionnettiste, hein, de toute façon. Je leur laisse peu d'indépendance. Il y a rarement un personnage qui m'échappe. Ou alors s'il n'est pas vraiment dans la bonne ligne de ce que je voulais faire, je me débrouille pour ramener dans le circuit. C'est comme dans vos classes, ça file droit oui, pour les personnages aussi. Ça file droit pour les personnages aussi, oui, je crois. J'essaie de ne pas surcharger en nombre de personnages parce que je respecte toujours beaucoup les lecteurs et quand on ne sait plus qui est qui, le livre, ça va plus, quoi, ça ne marche plus. Mais il faut quand même qu'il y ait aussi un minimum de diversité, de complicité et d'opposition entre les personnages. Donc pour ça, il en faut quand même un nombre suffisant pour que ça puisse fonctionner comme une société quand même structurée, hiérarchisée, etc. Et vous avez aussi beaucoup écrit à 4 mains avec Alain Grousset. Avec Alain Grousset, on a même écrit à 6 mains aussi, parce qu'à un moment donné, on s'est associé avec un auteur qui avait pris comme pseudonyme, lui, Paco Porter. Donc Alain Grousset, c'est son véritable nom. Alain Grousset et moi, nous sommes devenus amis. On s'est rencontrés sur des festivals, comme ça, on a beaucoup sympathisé. Et je m'entends très bien avec son épouse. Il a 2 fils. Enfin bon, c'est une famille, tout ce qui est de plus structuré. Et puis Alain lisait de la science-fiction lui aussi. Il avait des projets lui aussi. Et on s'est associé au départ avec le pseudonyme de Kim Aldani. On a choisi Kim parce que c'est aussi bien masculin que féminin. On a fabriqué Aldani avec Alain et Daniel. Donc ça, c'est la série Kerry et Meghan. Kerry et Meghan, oui. Alors je ne sais même plus combien il y en a exactement. Vous avez compté, vous? Non, je ne sais pas. Oh, il y en a bien au moins... Oh, oui, je dirais entre 5 et 10, mais je sais pas. Je pensais à 6, mais il faudra vérifier cette information. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Et est-ce que l'écriture se passe différemment, fatalement, dans ces cas-là? Comment vous structurez? Il faut bien qui fait quoi? il faut être tolérant par rapport à ce qu'écrit l'autre. Il faut être, au contraire, parfois... Non, moi ça m'est arrivé de dire à Alain, non, ça ne tient pas debout là, ce que tu as fait. Alors bon, d'accord, ok, j'y retourne, je vais devant mon ordinateur et je réécris. Mais c'est vrai qu'Alain et moi, on ne s'est jamais fâchés. Un jour, sa femme m'a dit, tu es la grande sœur qu'il n'a jamais eue. C'est vrai qu'Alain est fils unique. Et puis, mais moi j'ai un frère, mais qui est plus jeune. Mais c'est très étrange. Il y a énormément de gens qui nous voyant ensemble tout le temps sur des festivals, etc. On pensait qu'on était un couple, mais on n'a jamais du tout été un couple dans la vie. On est vraiment un couple d'amis. On a même travaillé avec Paco Porter, donc où là on avait fabriqué le pseudonyme. Alors là, celui-là, il m'échappe aussi. C'était comment avec Paco je me rappelle plus. On avait mis nos 3 noms. Sur les couvertures des livres. La princesse Lumina, c'est plusieurs volumes aussi. C'était la première fois qu'on se lançait à faire de la fantasy, etc. Je ne sais pas combien j'ai écrit exactement de romans en collaboration, mais c'est un travail qui m'a beaucoup plu aussi, qui m'a enrichi, qui... comment dire... D'abord, si vous avez l'ego trop surdimensionné d'un seul coup, si vous chopez la grosse tête, vos co-auteurs, en général, si vous disent là, j'ai rien compris, là, d'un seul coup, ça vous dégonfle un petit peu la tête en question. Inversement, si vous tenez vraiment à un passage, si ce personnage-là, les actions de ce personnage-là se
déroulement des événements vous tient à cœur et que l'autre vous dit ah, j'ai rien compris ou non ça me plaît pas, etc. Il faut savoir aussi avoir le répondant nécessaire pour monter au créneau en disant écoute non, moi je change pas ça, si tu veux qu'on change ça il va falloir qu'on change aussi d'autres choses qui ne vont pas. Et c'est une excellente école, hein, l'écriture en L'art collaboration. du compromis. Oui, l'art du compromis, le fait que ça scelle vraiment une amitié dans un domaine très particulier qui est le même goût pour le même genre littéraire, pour la même activité, l'écriture, etc. Et Alain me téléphone tous les lundis matins. Si le téléphone ne sonne pas, je m'inquiète, c'est moi qui appelle. Il habite à Orléans, moi j'habite donc dans le Beaujolais, du côté de Mâcon, là-bas. On ne se voit pas très souvent, mais il faut dire aussi que là, on n'a plus de projet en commun depuis pas mal de temps. Ça amène la question des projets. Effectivement, est-ce que vous avez un projet en cours dont vous voulez nous parler, peut-être ? J'ai 3 romans à écrire. Alors, mon roman pour adultes, je le traîne depuis tellement longtemps, mais enfin, c'est Elisabeth von Harburg, dont je parlais tout à l'heure, qui m'a dit « Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu meurs pas avant de me le finir. » Alors donc, voilà, hein, faut survivre maintenant, puis il faut finir le roman. Donc c'est un roman pour adultes, c'est un monde très particulier où les hommes et les femmes sont complètement séparés. Alors je vous en dirai pas plus, parce que c'est un bon ça s'explique tout au long du roman. Et puis... j'ai aussi un projet de roman jeunesse qui me tente beaucoup. Pour moi, j'intitule le livre Les Neufs, parce que ce ne sont que des jeunes gens, jeunes garçons et jeunes filles, qui ont tous une amélioration cybernétique dans le corps. Donc on les a remis à neuf, en fait, si vous voulez, en réparant avec des technologies d'amélioration du corps. Enfin, quand je me suis renseignée sur tout ce qu'on arrivait déjà à faire à notre époque, à l'intérieur d'un corps humain, je pensais jamais qu'on pouvait greffer déjà autant d'organes de ceci, de cela, etc. Moi, c'est ça que j'aime dans l'écriture aussi. C'est la découverte pendant les recherches pour un livre. C'est apprendre des choses, quoi. J'ai découvert qu'il y avait déjà des prothèses qui existaient, que jamais j'aurais soupçonné qu'il existait déjà des prothèses aussi perfectionnées pour soigner, pour améliorer des corps humains blessés, etc. Alors, j'ouvre une parenthèse. Bon, on a eu les JO, c'était génial. Moi, j'ai trouvé plein de choses. Mais j'ai regardé les JO paralympiques, là, avec justement ce regard d'un auteur qui envisage d'écrire quelque chose avec des personnages qui sont améliorés technologiquement, si j'ose dire. Et quand j'ai vu certains des athlètes paralympiques faire des choses absolument extraordinaires, je me suis dit, je sais pas si... J'ai eu un doute. Je me suis dit d'un seul coup, est-ce que tu arriveras à rendre cet effet extraordinaire du surpassement de soi, d'utilisation de choses améliorées dans son propre corps, etc. Est-ce que tu arriveras à faire ça dans les neufs ? Écoutez, il faut déjà que je l'écrive, on verra bien si j'y arrive ou pas, mais c'est un beau défi. Et je pense que c'est d'autant plus motivant d'avoir eu les JO paralympiques, parce que ça m'a conforté dans l'idée que ça pourrait être intéressant, parce que bon, là, on a tous vu des images, tout le monde a vu des images, mais on sait ce que c'est que maintenant la civilisation de l'image, c'est aussi vite oublié que c'est regardé. Et si un livre que j'écris pouvait laisser ce genre de traces dans l'esprit de mes jeunes lecteurs, je pense que ce serait bien. Et puis sinon, j'ai un projet depuis longtemps. Alors, mon mari qui est là me tanne régulièrement pour que je le finisse. Mais je vais m'y mettre, c'est promis. J'ai dit, je suis marraine des hypermondes et après j'écris. Donc c'est un roman qui s'intitule Les Mimétiques. Alors c'est du space opéra, là. On revient vraiment à ce que Daniel Martinigol aime faire, c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux bizarres qui viennent d'un endroit on ne sait pas trop où, qui sont pilotés par on ne sait pas trop qui. Et puis c'est un peu ça, hein, les abîmes d'outre-mer. Quand on réfléchit, là vous avez des baleines qui sont pilotées par des gens qui rentrent à l'intérieur du cerveau de la bestiole. Nu. C'est quand même, hein ? Nu. Nu, oui. Ah,
avez remarqué ça, vous, que les pilotes étaient nus? Absolument. Ah oui, hein. Bah, c'est pas possible de rentrer avec des vêtements à l'intérieur d'un cerveau. Alors, donc, non, c'est vrai que les abîmes d'outre-mer, ça reste quand même mon bébé chéri parce que j'ai mis dedans énormément de choses qui me tenaient beaucoup à cœur, et en particulier cette fusion entre le vaisseau, ce sont des baleines, hein, ce ne sont jamais que de gigantesques baleines. J'ai lu encore l'autre jour témoignage de personnes, enfin de marins, de pêcheurs, je ne sais plus exactement dans quel endroit des océans de la Terre ça s'est passé, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une baleine qui était complètement prise dans des filets. Ils ont mis énormément de temps d'abord à ce qu'elle les laisse approcher, et puis ensuite qu'elle arrête de se débattre un peu, à couper tous les filets, les filins, etc., jusqu'à la délivrer. Alors je ne sais pas du tout si c'était mâle, femelle, je ne sais plus exactement, mais c'était une baleine, c'est sûr et certain. Et ils se sont tous éloignés sans trop s'éloigner. C'est là que la magie a joué. C'est-à-dire que la baleine est partie au large, elle a nagé, elle a vérifié si tout allait bien. Elle est revenue. Et avec son rostre, là, elle a touché chacun des humains qui venaient de la délivrer. C'est extraordinaire. Enfin bon, je trouve ça... et on a beaucoup de témoignages comme ça, hein, de gens qui ont des contacts avec des baleines, etc. Et c'est vraiment, moi je trouve ça assez fascinant. Ce sont des animaux qui sont tellement impressionnants. Et puis, mais pour moi, c'est plus que des animaux. Ouais. Et je continue à vous parler un petit peu des mimétiques. Bah oui, on peut finir comme ça, et je crois que l'heure tourne, donc on pourra ensuite voir si des gens ont des questions ou des réactions dans la salle. Je parlais des mimétiques. Le mimétisme, c'est le fait, c'est quand un petit insecte prend exactement le même aspect qu'une feuille une branche, et qu'on ne sait pas si c'est un animal ou du végétal. Le mimétisme, c'est ça. Je ne sais plus ce que m'a répondu un des jeunes que j'ai rencontré de la classe de 3e hier. Il m'a dit, les mimes, c'est ceux qui font des machins comme ça. Alors j'ai dit, oui, c'est ça aussi. C'est mimer, pour le mime, c'est mimer une caricature de l'humain, enfin, etc. Et donc, moi, mes vaisseaux spatiaux qui débarquent sur la Terre, là... alors bon, moi, de toute façon, vous allez dire, elle patauge tout le temps dans la Saumure, mais ça va se passer aussi dans les océans terriens, quoi, parce que d'abord, on est sur une planète maritime, hein, c'est pas la peine de rêver, il y a beaucoup plus d'eau chez nous que dans beaucoup d'autres endroits, mais enfin, au prorata surface terre-mer, c'est les océans qui l'emportent. Alors, donc nous sommes sur une planète bleue, maritime, etc. Et donc, même les vaisseaux qui vont débarquer là de bien loin, ils arrivent par le fond de nos océans. Ils se transportent, si j'ose dire, d'une façon dématérialisée jusque dans le fond de nos océans. Et ils prennent l'apparence de la première manifestation, je ne sais pas comment dire, manifestation, chose, preuve, etc., qu'il y a une vie intelligente sur cette planète-là. Et le premier vaisseau mimétique qui arrive dans mon roman, il jaillit au large de l'île de Pâques. Ils sont arrivés dans l'océan. Il se trouve que sur l'île de Pâques, ça tout le monde le sait, il y a ces magnifiques statues qu'on appelle les Moai, statues Moai. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y en a encore pas mal qui sont plus ou moins en construction, ou cassés ou abîmés dans le fond de l'océan autour de l'île de Pâques. Donc mon vaisseau mimétique voit une statue Moai et prend l'apparence d'une statue Moai avant de jaillir hors du Pacifique. Ça fait une belle image. Et surtout, ça va faire une belle illustration, parce que j'ai demandé à mon ami Manchu, Philippe Boucher, qui signe ses tableaux sous le nom de Manchu, je ne vais pas trop donner le choix. Je lui ai dit, tu vas me faire la couverture, hein. Il m'a dit, attends, alors je lui ai dit, bon, allez, je t'achèterai le tableau s'il faut
preuve que tu seras dédommagé financièrement. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais il a fait beaucoup de couvertures de mes livres. Je sais ce qu'il est capable de faire. Et puis lancer à Manchu le défi de faire un vaisseau spatial à partir de l'idée d'une statue de l'île de Pâques, je crois qu'il va se faire un plaisir de relever le défi. Alors donc, normalement, on devrait avoir une belle couverture de Manchu. Alors, il faut savoir que j'ai une petite maison d'édition dans ma région dirigée par un couple absolument adorable et charmant. Et je leur avais fait lire le début des Mimétiques il y a à peu près 2 ans et demi. Et j'ai pas eu de réponse pendant un bon moment. Puis un jour, j'ai reçu une grosse enveloppe avec le contrat dedans. Alors donc, le roman est déjà sous contrat, il est déjà accepté par un éditeur. Et donc, il reste plus qu'à le faire pour honorer les promesses faites à l'éditeur, faites aussi à Manchu pour l'illustration. Et puis, voilà. Donc voilà, normalement, il ne faut quand même pas attendre ça avant l'année prochaine. Hein, surveillera attentivement les parutions. Merci Daniel. On va peut-être voir s'il y a des questions dans la salle. Je crois qu'on a déjà pas mal parlé. Oui, on a peut-être débordé. Des réactions ou questions pour Daniel? Allez-y, n'hésitez pas. Personne n'a de questions? Moi, j'en ai une pour conclure. Alors, peut-être, si vous ne deviez ne conserver que 5 ouvrages, je sais que c'est difficile, mais on va essayer de le faire. Lequel ce serait et pourquoi, de manière assez rapide? Oui. J'en sauve déjà d'emblée 3. C'est les trois tomes des Abîmes d'Outre-mer. Là, c'est sûr et certain. D'abord, c'est mon grand prix de l'imaginaire, mais c'est pas ça. C'est pas parce qu'il est rattaché au prix de l'imaginaire. C'est parce que c'est un univers auquel je tiens beaucoup. Et puis 5. Ça peut compter que pour un. C'est une série. Je sais pas trop. Je voudrais quand même vraiment faire le roman pour adultes dont je parlais tout à l'heure. Pas seulement parce qu'Elisabeth von Harburg m'arrachera les yeux si je ne le lui fais pas, mais simplement parce que je voudrais aussi, moi, puisque je me suis lancé le défi d'écrire ce roman pour adultes, d'essayer de voir si je suis vraiment capable d'arriver au bout. Donc, alors c'en est un en devenir, c'est pas pareil. On n'a pas parlé de mes planètes des sables, parce qu'après avoir pataugé dans la mer avec les Abîmes d'Outre-mer, j'ai écrit quand même 2 romans, Les Sondeurs des sables, avec 2 planètes désertiques, vraiment des déserts de sable à perte de vue. Il y en a une qui s'appelle Vedem et l'autre s'appelle Irigan, et les Sondeurs des sables, l'ensemble des 2 romans, c'est aussi un roman qui me tient à cœur aussi. Je préfère patauger dans l'eau, j'ai moins aimé marcher dans le sable, mais c'est aussi intéressant d'essayer de construire un univers sur des planètes entièrement désertiques comme Vedem et Irigan. On en est à combien? On va essayer d'en choisir un dernier. Un dernier, celui auquel je n'ai pas encore pensé peut-être, celui qui se fera après tout cela, qui est l'espèce de Saint Graal là-bas qui clignote au fond dans ma vie. Ce qui peut être motivant à se battre, à continuer à essayer d'être le plus actif possible, etc., en se disant, enfin Daniel, t'as promis aux Hypermondes, quand tu étais marraine, d'écrire encore un autre roman. Voilà. Alors, le fameux roman Mystère. Là, c'est très bien, c'est très science-fictif. Merci beaucoup Daniel pour cet échange. Merci à vous.